Ravi de vous retrouver pour un autre point de l'actualité économique et de développement sur votre antenne. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Du 13 au 16 février dernier, à Kmalémé ont eu lieu, bien sûr, les assises citoyennes sur la rémunération dans le secteur de la santé au Togo. Il s'agit, bien sûr, pour les différents participants d'évaluer et réfléchir sur la rémunération, élaborer des stratégies et plaidoyer, élaborer une feuille de route pour une convention collective dans le secteur de la santé, bien sûr au Togo. Pour avoir le cœur net, nous avons voulu bien sûr fouiller un peu avec le secrétaire général du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Il s'agit bien sûr du docteur Gilbert Tcholénianou. Avec lui, nous allons devoir parcourir un peu tout ce qui a été fait durant ces 3-4 jours. Bonjour docteur et merci d'être là. Merci, bonjour Monsieur Mathieu. J'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, ça va. Un docteur doit toujours être en forme, comme on... Si, ça va, il n'y a pas de souci. Des assises citoyennes sur la rémunération dans la santé au Togo. Pourquoi? Alors, vous savez que la rémunération est un sujet pluriel. Et quand on parle de rémunération, évidemment, on pense à tout ce qui gravite autour du salaire, autour des avantages pécuniaires, mais aussi autour des conditions de vie et de travail. Alors, pourquoi des assises sur la rémunération dans le secteur de la santé au Togo? C'est qu'actuellement, nous constatons que, depuis un temps, tout le monde le sait, en dehors de la convention collective interprofessionnelle, il n'y a pas encore de convention collective propre au secteur de la santé dans notre pays. Il doit y avoir deux conventions? Non, il y a une convention collective interprofessionnelle qui est là, qui vous est appliquée, qui régit le secteur privé. Oui. D'accord. Vous avez la fonction publique qui régit le secteur public. Vous avez le statut général qui régit le secteur public. D'accord. En termes de grille, ainsi de suite. Alors, il nous est apparu important que nous puissions avoir une convention collective au niveau de la santé. Pourquoi? Parce que actuellement, n'importe quoi se fait. Un peu de tout et n'importe quoi se font dans le secteur de la santé sur le plan du recrutement et du traitement des agents de santé. Sur le plan du recrutement, on s'est rendu compte que des gens non qualifiés sont recrutés. Des gens formés sur le tas sont recrutés. Ce débat-là, nous allons le faire durant bien sûr cette émission, oui. Et donc, vu que des gens formés sur le tas sont recrutés, vous assistez à un nivellement de la profession par le bas. C'est-à-dire que vous avez du personnel non qualifié, formé sur le tas, qui est utilisé et qu'on paye à des salaires qui ne représentent pas la corporation ou qui ne valorisent pas la corporation. Donc vous avez un nivellement par le bas. Non seulement il y a le nivellement par le bas en termes de rémunération, mais il y a aussi un effet direct sur la qualité des soins. Alors, nous ne voulons pas créer de polémique. Nous avions proposé qu'il y ait des mécanismes qui permettent à ce que ceux qui sont dans la pratique formés sur le tas puissent être réévalués et classés au niveau des équivalences en termes d'aptitude et de qualification. Ça peut se faire. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui a été formé par une structure privée, qui travaille depuis 10, 5 ou 15 ans, on peut trouver des passerelles pour les requalifier pour que ces personnes-là, justement, puissent avoir une équivalence en termes de qualification. Qualification, oui. Ça peut se faire. Mais le débat n'est pas encore là. Le débat est au niveau de la rémunération en tenant compte des diplômes et des qualifications. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène terrible. Le phénomène est lequel? Vous avez des infirmiers diplômés d'État, des sages-femmes diplômées d'État, en tout cas, je vais dire des paramédicaux et auxiliaires de santé diplômés d'État, qui sont recrutés à 50 000 francs CFA, 75 000 francs CFA. C'est-à-dire l'équivalent d'un bac plus 3. D'accord? Vous avez des médecins équivalents d'un bac plus 8 qui sont recrutés à 150 000 francs
par mois, voire 200 000 francs par mois. Ça, c'est dans le secteur privé. Alors, vous comprenez que nous ne pouvons pas assister comme ça à cette dévaluation, à cette dévalorisation et cette précarisation de la pratique médicale et des soins aux personnes. Le débat devient de plus en plus aigu et est posé avec acuité lorsque, à la dernière conférence internationale du travail, en 2022 à Genève, la conférence a souligné, dans un rapport post-Covid immédiat, que d'ici à 2030, le monde va faire face à une pénurie de 13 millions de personnels soignants. 13 millions de personnels soignants vont manquer juste parce que le secteur n'est plus attractif et à cause de la pénibilité dans le secteur des soins. Actuellement, le terme consacré, c'est l'économie du soin aux personnes. Et donc, les acteurs de l'économie du soin aux personnes doivent être bien rémunérés. C'est la recommandation formulée par la Conférence internationale du travail pour faire en sorte que la pénurie annoncée de 13 millions ne se produise pas. En tout cas, au moins, réduire ce nombre-là à une valeur moindre que les 13 millions annoncés. Et donc, pour ce faire, chers amis, il faut donc réfléchir à rendre le secteur attractif, tout en tenant compte des réalités économiques de notre pays. Et ces réalités économiques nous amènent donc à réfléchir en disant, les qualifications sont là, les gens doivent travailler, les gens doivent se faire soigner, et les gens aussi ont droit à des soins de qualité. Et donc, trouver le juste équilibre entre la rémunération du soignant et la qualité des soins. Voilà ce pourquoi le débat a été posé. Et durant ces 3-4 jours, à Kpalimé, vous vous êtes penché sur ces différents points. Aujourd'hui, quand on parle du secteur de la santé, surtout au Togo, Dr Tcholenganou, vous le permettez, on dit ils sont très bien payés. Ah bon? Alors, aujourd'hui, quand nous faisons ce débat-là, on se demande qui sont ceux-là qui ne sont pas bien payés et comment c'est fait. Ou bien c'est le secteur privé qui n'en fait pas vraiment, ou bien l'officiel. Voilà. Où se pose concrètement le problème? Excusez-moi, monsieur Mathieu, mais je ne suis pas friand des déclarations à l'emporte-pièce. Oui. Alors, quand les gens disent ils sont très bien payés. Aujourd'hui, on dit au Togo, par exemple, que les enseignants, les médecins et l'armée en général, c'est les trois corps bien à l'aise. Au Togo, c'est le débat qui est fait très souvent et avec les conventions signées, c'est là avec le ministre du Travail et autres. On se dit, eux, ils peuvent vraiment maintenant pousser un ouf de soulagement. Mais quand on se retrouve quelque part pour repenser la rémunération dans le secteur, par exemple, de la santé, les gens se demandent qu'est-ce qui n'a pas marché encore avec Dr Tcholenganou et ses éléments. Je pense que là, vous posez mal le débat et je voudrais bien que vous m'expliquiez. Non, c'est moi qui pose la question. Non, mais parce que vous avez affirmé quelque chose tout à l'heure. Non, c'est pas une affirmation, c'est ce qui est dit très souvent. Parce que quand on dit un docteur, un médecin au Togo... Vous savez à combien un médecin au Togo est payé? Tout à l'heure, je viens de vous donner un exemple. Vous avez dit 150 000 francs dans le secteur privé, oui. Recrutent des médecins à 150 000 francs CFA. Et c'est dans le privé. 200 000 francs CFA dans le privé. Je me garde de dire combien un médecin est payé dans le public. Juste parce que, excusez-moi, mais pas par droit de réserve, mais juste un peu par respect, d'accord, pour cette corporation. Parce que j'estime que le dire n'honore pas notre pays. D'accord? Et donc, je ne voudrais pas en parler. Mais je vous donne un exemple. Si vous voyez un peu ce que le privé fait, vous devez comprendre un peu ce que je veux dire. Et toute raison gardée, je veux dire ceci. Nous venons d'assister tout récemment à l'augmentation du SMIC. D'accord? Le SMIC, dans notre pays, aujourd'hui, est fixé à 52 500 francs CFA. CFA. C'est le salaire minimum
interprofessionnelle garantie. Ça voudrait dire que celui qui n'a jamais fréquenté, celui qui n'a aucun diplôme, aucune qualification, au Togo aujourd'hui, doit être payé à 52 500 francs CFA. Des gens qui ont des qualifications sont recrutés à 75 000 francs CFA. Et finalement, à qui la faute? Laissez-moi finir mon développement. Oui. Oui. Des gens qui ont des qualifications, Bac plus 3, sont recrutés à 75 000 francs CFA. La marge entre celui qui n'a pas de qualification, qui n'a jamais été à l'école, est de 25 000 francs CFA, monsieur Mathieu. Alors, vous me dites, là, que les gens sont bien payés. Est-ce qu'on peut aussi recruter, est-ce qu'on peut aussi recruter quelqu'un qui n'a pas de diplôme, par exemple, pour percevoir un salaire le SMIG, par exemple? Le SMIG est à 52 500. Oui, le SMIG est à 52 500 francs, mais on ne peut pas recruter aussi quelqu'un qui n'a pas aussi une qualification. SMIG, monsieur Mathieu, ça veut dire que votre agent de sécurité, votre chauffeur, quelqu'un qui a appris un métier, qui fait un travail, s'il n'a pas été à l'école, il doit être payé au SMIC. C'est ce que ça veut dire. Et donc, si nous sommes dans une démarche de valorisation de l'acquis, de valorisation de l'étude, nous ne pouvons pas procéder à un nivellement par le bas. C'est aussi simple que ça. Notre débat n'est pas de dire qu'on paye mieux des gens ou on paye mal des gens. Nous estimons qu'il est important d'avoir une convention collective sectorielle dans la santé pour faire en sorte qu'il y ait une harmonisation des principes de recrutement. Qu'on n'ait pas de variabilité d'un centre à un autre et que les gens ne recrutent pas selon la tête du client. Je ne sais pas si on se comprend. Je n'ai pas besoin d'apprendre qu'un centre recrute un médecin à 100 000, qu'un autre en recrute à 200 000 et qu'un autre en recrute à 150 000. Nous devons arriver à une harmonisation. On n'a pas besoin de savoir qu'un centre recrute un infirmier ou une sage-femme à 75 000 et qu'un autre recrute à 80 000. Non. Nous devons avoir une harmonisation. Et pour ça, il y a des principes. Et aussi, il y a des éléments qui nous importent. Vous savez, monsieur Mathieu, je vais vous le dire comme cela, pour faire simple. Qu'est-ce que vous avez de plus précieux? Qu'est-ce qui vous est le plus cher? Répondez-moi s'il vous plaît. Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais je vous demande juste de me répondre. Qu'est-ce qui est cher pour vous, monsieur? Non, mais c'est la vie. Hein? C'est votre vie. Oui. Votre vie est ce que vous avez de plus cher. Et tout le monde a sa vie comme bien le plus cher. À qui confiez-vous votre vie? Mais c'est votre rôle. Vous avez juré. Aux soignants. Vous avez... Monsieur Mathieu, vous confiez ce que vous avez de plus cher aux soignants. Et lorsque vous prenez un avion, monsieur Mathieu, vous allez vous intéresser peut-être à savoir combien on paie un pilote. Si vous apprenez que le pilote qui vous conduit est payé de manière misérable, êtes-vous sûr que vous monterez à bord de cet avion-là? Non, je ne pense pas. Alors, c'est pour vous dire une chose. Généralement, nous ne faisons pas ce rapprochement. Notre bien le plus cher, ce qui a de la valeur à nos yeux, nous confions ça à des gens, à des femmes et à des hommes qui ont appris un métier et qui l'exercent sur nous. Parce qu'en fait, le seul secteur où l'on travaille sur la vie humaine, c'est la santé. Et si vous perdez votre vie, il n'y a pas un marché où on peut la vendre et vous allez la racheter. Non, ça n'existe pas. Donc il est important que ceux à qui nous confions nos vies, nous nous préoccupions aussi un peu de savoir comment est-ce qu'ils sont traités. Et nous voulons faire en sorte que les problèmes pécuniaires ne viennent pas constituer une sorte d'entrave à l'exercice de la profession médicale, qui est une profession qui est très noble, parce qu'elle préserve et protège la vie humaine, qui n'a pas de prix. Est-ce que nous nous comprenons? Et donc, sur ce fait, il est important que nous essayions d'harmoniser les choses. Et c'est pour ça que nous disons que, par rapport à ce qui est annoncé, par rapport aux migrations, c'est-à-dire, nous constatons aujourd'hui qu'il y a un appel d'air, un départ du sud vers le nord. Plusieurs agents formés dans nos pays africains, en tout cas au Togo, partent pour d'autres pays où les salaires sont meilleurs.
Et quand nous parlons de salaire meilleur, nous disons que nous ne sommes pas dans l'anarchie. Nous disons qu'il faut qu'on réfléchisse en tenant compte de nos réalités économiques et de ce qui se fait dans la sous-région pour avoir un cadre réglementaire qui nous permette de retenir les gens que nous formons pour le bien de nos populations. En fait, le débat, c'est là. En fait. Docteur Tchalignano, vous permettez, quand il y a ces agents-là qui sont formés sur le tas, aujourd'hui, c'est vous qui les formez? C'est vous, dans les cliniques, centres de santé privés, autres, c'est dans ces centres-là, parce que s'il y a ce débat-là qui revient très très souvent, où on dit il y a de ces agents-là qui n'ont pas fréquenté comme docteur Tcholiano avec bac plus 8, plus derrière la spécialité, c'est plus 12 si je ne me trompe, mais qui exercent le même boulot. Aujourd'hui, ils ont créé un peu partout des centres de santé clandestins, un peu partout dans le pays. Une pièce suffit largement pour faire le job. Et on se dit, à qui imputer la faute? Si ce n'est pas peut-être à vous, docteur Tcholignano, vous-même qui creusez votre propre tombe à côté. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dans notre pays, il y a une situation, par le passé, de pénurie, de manque de formation. Est-ce qu'il y a vraiment un manque? Si. Ah bon? Il y a eu manque de formation parce que le nombre produit ne suffisait pas forcément. D'accord? Oui. De deux, il y a aussi un fait, c'est que les structures privées, les cliniques, n'ont peut-être pas assez de moyens pour pouvoir recruter des gens qui sont qualifiés. Du simple fait que ce sont des structures un peu familiales, qui n'ont pas un appui financier important pour se lancer dans une constitution de groupe médical ou de groupe paramédical. Vous comprenez? Au niveau même de la création de la structure. Et donc, pour faire court, les gens ont pris l'option de former en interne du personnel qu'ils peuvent utiliser. Et ce personnel, je le dis, ce n'est pas tout ce personnel qui est moins qualifié. Il y a des gens aujourd'hui qui ont été formés sur le tas, mais qui ont des capacités d'action que vous n'imaginez pas. Ah oui, ça vous avez... En termes de pratique. Vous avez raison. Chez nous, ce qui fait la chose, c'est la pratique. La pratique, oui. Parlons de pratique. Donc, à force de pratiquer, vous allez acquérir des compétences et vous allez acquérir une expertise. Et c'est pour ça que nous parlons de la validation des acquis et des compétences pour les personnels qui ont été formés en interne et qui aujourd'hui font la preuve de leur capacité. Le débat se pose aujourd'hui parce que nous avons la création de plusieurs écoles paramédicales par le gouvernement. Dans chaque région, au Togo aujourd'hui, vous avez une école de formation paramédicale qui forme les infirmiers et les sages-femmes. Vous avez une école qui forme les aides-soignants qui est à Sokodé. Vous comprenez? Oui. Donc aujourd'hui, classiquement, on ne peut plus parler de manque de personnel qualifié. D'autant plus que vous avez au moins 5 à 6 écoles paramédicales qui forment. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est, tout en ne condamnant pas le passé, parce que le passé existait du fait d'un certain manquement, tout en ne rejetant pas non plus des gens qui nous ont aidés à combler des lacunes, nous devons penser au futur en disant que le Togo forme des paramédicaux et des médecins. Il est important que ce personnel qualifié soit utilisé par les structures sanitaires publiques comme privées en place. Là est le débat. Donc ce n'est pas une histoire de c'est nous qui sommes responsables. Tout le monde est responsable de la situation, d'autant plus qu'il n'y avait pas de personnel qualifié, diplômé d'État disponible quand les gens formaient sur le tas. Maintenant qu'on en a, je pense qu'il est important que chacun se dise qu'il faut arrêter les formations sur le tas. Et je pense que l'ordre des médecins l'a déjà dit. Et les médecins sont conscients aujourd'hui qu'ils ne sont plus autorisés à former sur le tas. Et même la délivrance de ces diplômes en interne par des structures privées qui forment sur le tas va poser problème bientôt. Et au-delà de ça, il y a aussi les diplômes délivrés par des structures étatiques qui doivent être certifiés, puisque nous avions appris qu'il y a des gens qui travaillent avec de faux diplômes. Donc nous sommes dans un débat où, nous sommes dans un débat où nous allons aller vers la validation, la certification et l'authentification des diplômes. Parce que nous avons un secteur où c'est la vie qui est en jeu.
cher ami Mathieu. C'est la vie dont on parle. On ne parle pas de machines, on ne parle pas de voitures, on ne parle pas de canapé. On vous parle de la vie humaine. Et donc, oui, soit notre vie ne vaut rien pour nous, et donc on peut faire n'importe quoi avec, ou bien elle a de la valeur pour nous, et nous faisons en sorte d'y prêter attention. Là est le débat, monsieur Mathieu. Parfait. Parfait. Vous vous êtes retrouvé et à procéder, procéder bien sûr à l'élaboration des stratégies et plaidoyers. On peut avoir quelques notions de tout ce qui a été fait là, durant ces jours-là, en matière d'élaboration des stratégies pouvant vous amener quand même à avoir le même barème à tous les niveaux pour que Mathieu, qui est tenté peut-être de venir dans ce domaine, ne soit pas moins payé que Thomas, qui peut-être, voilà. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, en fait, pour vous dire la vérité, nous ne sommes contre personne. C'est nous-mêmes, acteurs de santé, qui sommes encore les promoteurs de cabinets médicaux, de cliniques, de cabinets d'infirmiers ou de cabinets de sages-femmes. Il y en a plein. Hein. C'est nous-mêmes. Qui donne finalement l'autorisation? Non, je pense que c'est le ministère de la Santé qui donne Il y a d'autres là, on se demande même. Oui, donc il faut les fermer. Qui va les fermer? Non, mais c'est le ministère qui les ferme. Mais il faut les fermer, je pense qu'il faut les fermer. Et l'ordre des médecins doit intervenir, les associations corporatistes doivent intervenir. Nous avons parlé de ça, nous avons appelé à une prise de conscience pour qu'ensemble nous puissions aider les autorités gouvernementales à procéder à la fermeture des cabinets qui sont illégaux. On ne peut plus continuer comme ça. La pratique médicale ne peut plus être une pratique qui pilule, où tout le monde vient. Et tout. Non, c'est pas possible. En 6 mois, les gens ont des diplômes, ils deviennent des infirmiers, des soignants. Non, il faut arrêter tout ça. Puis, non, je pense les gens viennent accoucher facilement. Là, c'est bon. On doit pouvoir réfléchir à une structuration. Mais vous devez le faire vous aussi. Hein. Vous connaissant... Faire quoi? Docteur Tcholeyanou, Gilbert, SG de Saint-Fort, vous qui aimez toujours un travail bien fait, la rigueur, même si l'État n'arrive pas à avoir la main sur ces clandestins là qui existent, vous pouvez quand même aider aussi l'État. Oui, c'est pour ça que nous faisons ces genres de réunions, d'assises, pour discuter, et puis aussi pour encourager à ce que nous puissions avoir des ordres, l'ordre des infirmiers, l'ordre des sages-femmes. Ça permet de réglementer la pratique dans ces secteurs-là. Aujourd'hui, l'ordre des médecins est là, qui essaie de réguler avec les associations corporatistes un peu la pratique, mais il est important qu'on aille aussi vers les ordres paramédicaux pour qu'eux aussi participent à fond à la lutte contre la pratique illégale de la médecine. Et donc oui, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on est déterminé par rapport à ça. La NIT, les sages-femmes, tous on est déterminés à lutter contre les pratiques illégales en médecine. Donc on va y aller. Nous sommes déjà en chemin et il y a même des gens qui sont déjà arrêtés. Il y en a qui sont arrêtés, qui ont eu des amendes et tout ça. Et donc oui, dans les semaines à venir, nous allons accélérer le processus. Ah, il le faut. C'est important. Il le faut. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que ceux qui pensent qu'ils ont des appuis qui leur permettent d'exercer illégalement, on n'est plus dans... ils n'ont qu'à savoir que c'est fini. L'époque là est révolue et que maintenant, nous devons prendre conscience que la vie n'a pas de prix. Chère. Mais la santé a un coût. D'accord? Voilà. Alors, je reviens sur ma question. L'élaboration, bien sûr, des stratégies, les stratégies pour pouvoir y arriver. Parce qu'on sait aujourd'hui, il y a plein de cliniques, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, où ces agents sont toujours au front, qui font du bon boulot. En même temps, il y a d'autres qui sont plus ou moins bien payés, si vous acceptez ainsi. Il y a d'autres qui semblent être un peu lésés en matière de paiement. En matière de l'élaboration de stratégies, que pensez-vous faire concrètement pour que tout le monde soit marqué au pas? Alors, pour faire simple, nous devons aider les structures privées, sanitaires privées à exister. Les aider à exister. Oui. Il faut qu'on puisse amener l'autorité gouvernementale et aussi les banques à pouvoir soutenir les structures sanitaires privées. C'est-à-dire qu'on doit faire la promotion de la santé dans le privé également. Et donc, il y a des avantages dont ils peuvent bénéficier. Il y a des avantages fiscaux qu'ils peuvent avoir. Et il y a plein de choses que nous pouvons discuter. Donc, notre idée,
c'est d'aider les structures privées sanitaires à exister, à être solvables, à continuer par exister. Parce qu'en fait, quelque part, et ce n'est pas quelque part, et puis c'est une vérité, elles constituent un maillon essentiel au niveau de Non, la pyramide vous en des faisiez quand soins. même beaucoup, hein. Ouais, La ça. pyramide des soins dans notre pays, Ouais. elle contribue énormément. Il y a des choses que le public ne fait pas, qui se fait dans le privé. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas aller en guerre contre le privé. Au contraire, nous devons renforcer le privé. Nous devons encourager l'existence du privé et améliorer ce privé-là. Et donc oui, la démarche, c'est de renforcer les structures sanitaires privées qui existent, d'aider à en faire en sorte qu'elles puissent vivre. Et donc, oui, discuter aussi avec les autorités pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner, quels sont les avantages, les petites aides, les petits trucs qu'on peut leur apporter. Vous en avez besoin, Qu'elles hein? puissent exister. C'est important pour que les promoteurs aussi de structures privées de soins ne soient pas lésés. C'est ces promoteurs-là qui vont payer les salaires aux agents de santé qu'ils vont aussi employer. Donc, fondamentalement, on doit s'asseoir et discuter. D'accord? Ce n'est pas de mettre la pression uniquement sur les promoteurs pour dire non, 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 non. C'est de voir comment on fait en sorte que le privé existe, que le privé soit capable de pouvoir bien payer les soignants qui y travaillent. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Donc, c'est vraiment une table ronde, une assise pour échanger ensemble, pour voir comment est-ce que nous tirons vers le haut le secteur privé pour que nous puissions garantir son assainissement sur tous les plans, au niveau de la pratique médicale et au niveau de la rémunération des soignants. Donc, voilà l'idée. Et maintenant, ce qui va se faire, c'est que nous avons fait un peu un tour d'horizon de ce qui se fait dans la sous-région, aussi bien au niveau du public que du privé, dans les autres pays. D'accord? Et sur cette base-là, nous allons faire des propositions en tenant compte aussi des réalités économiques de notre pays. Mais, toute chose égale par ailleurs, vous conviendrez avec moi que ces propositions ne peuvent se faire que en tenant compte des réalités de la sous-région, de ce qui se fait ailleurs, Ouais. et des exigences aussi au niveau international. Alors, ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, on aura forcément une feuille de route devant. La feuille de route est déjà calée. Nous l'avions adoptée à Palimé, heureusement. Après 3 jours d'intense activité, nous avons une feuille de route qui est adoptée. Et donc, il y a 2 axes. Il y a l'axe le processus pour aller vers la convention collective. Il faut rédiger le document en accord avec les textes qui existent déjà dans notre pays, parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a un cadre légal qui est là, juridique qui est là. Nous devons être dans ce cadre légal et juridique. Nous ne sommes pas anarchistes, nous sommes des légalistes, donc nous nous conformerons à ça, évidemment nous basant sur la convention collective interprofessionnelle qui existe. Voilà. Maintenant, après, il y a des éléments qui doivent maintenant étayer, d'accord, cette convention collective-là. Et un des éléments, c'est la grille. Et donc, la grille parle de comment on agence, comment on paye les gens, à quel niveau de salaire on paye les gens, ainsi de suite, avec les avancements et tout ça. Et n'oubliez pas que la santé est le seul secteur où on travaille 24 heures sur 24. Théoriquement, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répit. Vous ne pouvez pas accepter aller à l'hôpital, ne pas trouver un médecin ou bien ne pas trouver un infirmier. Des fois, on est un peu confronté à ça. Mais bon. Justement, on est confronté à ça parce qu'il y a Vous avez eu pénurie, il y a manque. Et on demande du travail, c'est une charge de travail supplémentaire qu'on demande aux gens. Ailleurs, dans d'autres pays, je vous informe, des gens ont des primes pour les heures supplémentaires dans la santé. On estime que vous avez 1 heure de travail réglementaire. Quand vous débordez ces heures de travail-là, vous avez droit à des primes d'heures supplémentaires dans d'autres pays. Il vous faut ça ici au Togo? Nous en avons discuté, nous avons échangé là-dessus, nous sommes en train de réfléchir parce que, comme on vous l'a dit, nous avions vu un peu ce qui se passe un peu dans la sous-région et nous allons essayer de proposer quelque chose en tenant compte, je répète toujours, des réalités socio-économiques de notre pays. Parce que notre objectif, ce n'est pas de détruire, c'est de construire et de consolider. Et donc, on ne va pas faire des propositions qui vont faire couler le navire. Au contraire, il faut que le navire tienne à flot et que nous puissions avancer. Alors, dans cette démarche-là, est-ce que l'autorité est associée? Évidemment, nous associons tout le monde. Nous avons le ministère du Travail qui a dépêché justement un expert du travail qui était là, qui nous a parlé des procédures de la démarche pour aboutir à une convention collective. Et je répète, dans le respect strict du cadre légal et juridique en vigueur dans notre pays. Dans notre pays. Voilà. Et nous avons eu d'autres experts qui nous ont parlé de comment on prépare, on élabore une grille, des cadres dans lesquels les grilles doivent être élaborées, évidemment tenant toujours compte de ce qui existe chez nous. Voilà. Maintenant, il faut se dire aussi qu'il y a
une structuration de la rémunération qui est propre au secteur de la santé. Voilà, il y a un schéma et un standard, et nous ne pouvons pas nous écarter non plus de ça. Donc nous devons faire en sorte de tout conjuguer pour aller vers quelque chose d'acceptable de tous. Alors, ces assises sont en train d'être conjuguées au passé. À quoi allons-nous nous attendre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus? C'est la déclinaison de la feuille de route. Nous devons la mettre en musique rapidement, cette feuille de route, Oui. pour que les partitions écrites deviennent des partitions audibles et visibles. Voilà, si je fais une métaphore de musique, d'accord, et donc c'est justement ça. Et dans les jours à venir, là, nous allons appeler d'autres partenaires pour nous aider. Et ce qui est aussi intéressant, c'est ça, c'est que pour faire ces assises, par exemple, qui doivent parler de nos conditions de vie, Oui. nous avions dû faire appel à des partenaires étrangers pour nous financer. Et ça parce que justement, notre culture associative, syndicale au Togo, elle est anémiée, je veux dire, excusez-moi l'expression, elle est anémiée, elle n'est pas assez irriguée en termes de volonté, de compréhension et d'engagement. Alors, les gens veulent que leur situation s'améliore, mais ils ne sont pas prêts à militer dans des syndicats. Ils ne sont pas prêts à cotiser pour les syndicats. Ils ne sont pas prêts à investir pour que leur situation s'améliore. Ils attendent que tout tombe du ciel. Ce n'est plus possible actuellement. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Code du travail du Togo, en son article 11, précise les choses. Les seules structures habilitées à défendre les conditions de travail et de vie des travailleurs, ce sont les syndicats. Vous voyez un peu? Et ces syndicats, pour qu'ils soient représentatifs, pour qu'ils puissent parler en votre nom et porter vos revendications, mais ils doivent prouver que vous êtes membre. Ah oui. Et oui, oui. Qu'ils ont la majorité dans leur secteur pour pouvoir porter de manière légitime les revendications du secteur. Et donc, il est quand même anormal que des travailleurs qui aspirent à de meilleures conditions de vie n'adhèrent pas à des syndicats qui vont lutter pour qu'ils obtiennent ces meilleures conditions de vie. Que faire donc? Et donc, oui, l'article 11 du Code du travail dit clairement que à chaque fin de premier trimestre de l'année en cours, les syndicats doivent envoyer un rapport statistique et un état financier de leur exercice passé au ministère du Travail. Et donc, ce rapport statistique doit prouver que les syndicats sont majoritaires dans leur secteur et donc les rendre crédibles pour pouvoir porter les revendications futures de leur corporation. Donc, si les travailleurs ne veulent pas se syndiquer, c'est normal qu'il n'y ait pas de revendication. Ça va de soi, parce que quel syndicat va aller parler en leur nom si c'est 2 personnes qui constituent le syndicat ou 3 personnes qui le constituent? Donc, vous comprenez qu'il y a un autre débat là-bas. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons nous organiser mieux pour porter mieux nos revendications et être crédibles aussi face aux autorités gouvernementales. Parce qu'en fait, il ne faut pas que nous souffrions de légitimité ou de légalité. Non, au contraire, nous devions porter les aspirations légitimes des gens tout en étant nous-mêmes légitimes à les porter. Et la légitimité à les porter est conférée par les travailleurs qui doivent adhérer aux syndicats en cotisant et en prouvant qu'ils sont vraiment membres des syndicats. Et donc oui, nous avons parlé de ça en disant, voilà, on veut parler de nos conditions de vie. Nous sommes obligés d'aller demander à des partenaires étrangers de financer des assises pour que nous puissions parler de l'amélioration de nos conditions de travail. Ce qui, ma foi, n'est pas très bien, n'est pas très... Vous voyez un peu. Maintenant, il faudrait que nous prenions conscience nous-mêmes pour nous dire non, nous voulons améliorer nos conditions de vie. Donc, il est important que nous nous organisions à y aller. Donc, les prochaines étapes vont consister à mettre vraiment en musique cette feuille de route-là que nous avions convenu ensemble. Et pour mettre ça en musique, il faut de l'argent. Il faut des moyens financiers que nous devons rechercher. 2 axes, rédiger la convention collective, négocier avec les employeurs, négocier avec les cabinets de recrutement, et maintenant, après, élaborer une grille
qui doit sous-tendre cette convention collective. Et une fois que la grille est élaborée, il faut qu'on discute. Le dialogue social est fondamental. On doit échanger, discuter, voir ce que nous faisons ensemble. Parce que c'est ensemble que nous devons aller. Aussi bien les promoteurs, les employeurs que les employés et le gouvernement. Donc c'est ensemble que nous devons aller vers quelque chose qui satisfasse tout le monde. Pour que personne ne pleure, pour que personne ne soit perdant. Non, c'est le Togo qui gagne. Donc nous devons tous être dedans et trouver vraiment les solutions les plus idoines et appropriées. Parfait. C'est pratiquement la fin, mais je vais devoir vous poser 2 questions avant qu'on ne se sépare. Une question d'1 minute au plus comme réponse. Vous avez eu entre-temps à rencontrer certains de vos collègues. Enfin, je veux parler de cette formation sur le comportement à adopter face à face quand on est en face d'un client, d'un malade, par exemple, dans un centre hospitalier. Vous avez eu à former des gens, à les prodiguer des conseils pour qu'il y ait changement de comportement. Quelques mois après, le résultat? Alors, quelques mois après le résultat, je pense que ça, c'était un essai. C'était un ballon d'essai, comme on le dit, comme nous sommes sur une chaîne qui vous a fait vivre le mondial. C'était une première en Afrique. Je tiens d'abord aussi à féliciter la chaîne. Oui, pour ça. Merci. Vraiment. Et donc, oui, c'était un ballon d'essai pour nous. Et ce qui arrive dans les semaines à venir, et vraiment, j'y crois fermement, c'est la réalisation d'un projet pilote dans 3 centres que nous avons déjà identifiés, le CHU Sylvanus Olympio, le CHU Campus et l'hôpital de Baie. Un projet pilote sur l'accueil et la lutte contre les mauvaises pratiques. Alors, dans ce projet, nous ambitionnons faire quoi? Former tout le personnel à l'accueil, à prendre en compte le fait que l'accueil est le premier remède que nous inoculons aux patients lorsqu'ils viennent à nous. L'accueil, c'est le premier remède d'assurance que nous donnons aux accompagnants lorsqu'ils amènent leurs parents malades vers nous, dans nos structures de santé. Et aussi, lutter contre les mauvaises pratiques. Et à ce sujet, dans ce projet, nous avions prévu avoir un centre d'appel téléphonique et d'écoute, doté d'un numéro vert que le gouvernement voudra bien nous donner pour que les gens appellent directement lorsqu'ils auront à faire face à des pratiques malveillantes et peu orthodoxes dans nos structures de santé. Donc, ce projet se fera dans 3 centres. C'est la phase pilote, d'accord? Et une fois qu'on l'aura fait, nous allons pouvoir l'étendre. Et donc, dans ce projet, nous avions prévu également des observatoires de veille par les pairs dans les structures qui vont recevoir les plaintes et qui vont procéder à leur investigation. L'idée, c'est d'arriver à avoir des centres hospitaliers vertueux où le malade se sent bien accueilli, bien traité, dans des conditions d'hygiène propres. Et ces conditions d'hygiène ne sont pas le fait que des soignants, mais aussi des premiers responsables des structures hospitalières. Donc voilà le défi aussi qui nous attend. Et nous espérons qu'avec votre chaîne, vu que plusieurs millions de personnes suivent ça, que nous aurions de bonnes volontés qui vont bien vouloir nous accompagner à rassembler le maximum de moyens financiers pour aller vers la réalisation de ce projet. Accueillir et lutter contre les mauvaises pratiques pour faire de nos centres hospitaliers des lieux vertueux. Parfait, merci bien pour ces explications. Avant de se séparer, vous avez lu le rapport d'audit de la gestion Covid 2020, vous l'avez lu? Je l'ai parcouru, mais en diagonale. En 30 secondes, votre appréciation? Je pense qu'il est important que les choses se précisent. J'ai lu, j'ai entendu un peu ce que le gouvernement, par certains ministres, a eu à dire à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a des questions que les Togolais se posent et je pense qu'il faut que des réponses soient données et de vraies réponses. Voilà. Merci bien. Vous êtes docteur Gilbert Tcholeyanou, secrétaire général, bien sûr, de Saint-Fort. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se dit à très vite.